Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. Deux parties dans cette matinale d'info, dans un instant le JT des territoires que je vais vous présenter, puis le club de la presse, puis après la météo de 8h, l'invité politique aujourd'hui de Territoire d'Info en direct sur ce plateau, c'est Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques, monétaires, à la fiscalité et à l'union douanière, ancien ministre de l'économie et des finances, vous le savez. Tout de suite, c'est le JT des territoires. On s'y retrouve dans un instant. À tout de suite. Après des semaines de tensions sociales, de manifestations, de grèves, le chef de l'État est enfin sorti de son silence. Première intervention médiatique de la semaine hier à la télévision à 13h. Il a expliqué, il a écouté, il a remercié, mais il n'a fait aucune annonce véritablement concrète. Le point sur cette intervention avec Héloïse Grégoire pour Public Sénat. Un président ferme, empathique, qui tente de rassurer et d'expliquer ses réformes. Une annonce, peut-être la seule, comme pour calmer les débats nés de la limitation de vitesse à 80 km/h sur les réseaux secondaires. Si ça n'a pas d'efficacité, si ça ne marche pas, on ne continuera pas. L'argent qui sera prélevé sur ces routes, on le mettra et on assurera la transparence pour les hôpitaux qui soignent, guérissent les blessés de la route. Pour le reste, Emmanuel Macron est sur la ligne de l'exécutif. Sur le dossier brûlant de la grève à la SNCF, le chef de l'État promet d'aller jusqu'au bout et martèle que l'entreprise restera à 100% publique. Parce que nous devons faire cette réforme. Elle est indispensable et il y a une hypocrisie collective à ne pas le faire. Également interrogé sur la hausse de la CSG qui touche les retraités, le président assume. C'est ma responsabilité, je ne les ai pas pris en retraite, je leur ai dit. Donc je leur dis merci et je leur dis surtout une chose, j'ai jamais pris un retraité pour un portefeuille. Comment répondre à la crise des hôpitaux? Pour le chef de l'État, il faut une réorganisation complète du système de soins. Des mesures seront annoncées cet été. On doit réorganiser plus largement. Pourquoi? Parce qu'on va mettre plus de moyens, je vous le dis tout de suite, on va mettre plus de moyens dans l'hôpital. Mais ça ne sert à rien de mettre de l'argent sur un système qui n'est plus adapté. Du président des villes à celui des riches, Emmanuel Macron veut casser son image. Je suis président de tous les Français. Les riches n'ont pas besoin d'un président, ils se débrouillent très bien tout seuls. Cette interview est le premier volet d'une offensive médiatique. Le second aura lieu dimanche prochain. Et maintenant un sujet récurrent et inquiétant, la pollution de l'air à Paris. Les experts d'ailleurs eux-mêmes s'inquiètent. Si la qualité de l'air s'est très légèrement améliorée en région parisienne, plusieurs études démontrent tout de même des liens avérés entre la mauvaise qualité de l'air et les maladies respiratoires ou cardiovasculaires. Un récent colloque organisé par la ville de Paris a réuni scientifiques, médecins et experts sur le sujet. C'est le reportage d'Olivier Zanetta et de Cyril Chauvin de Via Grand Paris. Quel impact a la pollution de l'air sur notre santé? Les effets sont bien réels. C'est ce que sont venus dire chercheurs, scientifiques et médecins réunis en colloque à l'hôtel de ville de Paris. Des maladies chroniques s'installent, comme l'asthme, mais pas seulement. Puis on se rend compte aussi qu'il y a des effets cardiovasculaires qui sont associés à la pollution, au pic de pollution, comme des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux qui sont associés au pic de pollution. Et il y a un autre aspect, c'est l'effet au long cours d'une pollution chronique. Et on sait que là, c'est des maladies qui vont se développer de type maladie métabolique. Par exemple, le diabète peut être en cause. On sait que le cancer aussi est lié à ça. Montrés du doigt par les chercheurs, les scientifiques et les médecins, les particules fines, elles descendent très loin dans l'appareil respiratoire. Chaque année, la pollution de l'air tue. Dans le monde, rien que les particules, c'est plus de 4 millions de décès par an. Qu'en Europe, l'Agence européenne pour l'environnement l'a estimé à environ 400 000. Et qu'en France, nous, on a publié donc un rapport l'année dernière où on estime à 48 000 décès chaque année les conséquences d'une exposition uniquement aux particules. Particulièrement exposés à la pollution de l'air, les enfants en pleine croissance. Depuis plus de 15 ans, la faculté de pharmacie Paris Descartes suit des nouveau-nés parisiens et se penche sur l'évolution de leur santé.
On s'aperçoit que plus ils sont exposés tôt à la pollution d'origine automobile, plus la probabilité qu'ils ont de développer un asthme et des symptômes respiratoires, de présenter des symptômes respiratoires persistants à 4 ans est importante. Une nouvelle publication alarme les professionnels de santé. Publiée en mars dans une revue scientifique, elle établit un lien entre une exposition, même faible, à un air pollué pendant la grossesse et des altérations cérébrales chez les jeunes enfants. Et maintenant, on ouvre une page verte dans ce journal. Lessive made in Vosges, 100% végétale et biodégradable. L'entreprise de fabrication de linge de maison haut de gamme, Garnier Thiebaud de Gérard Maire, va commercialiser une lessive 100% végétale et biodégradable. La société géromoise a fait appel au laboratoire industriel Salveco de Saint-Dié-des-Vosges, spécialisé dans la chimie verte. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions nous le raconte. Le beau linge et la lessive font bon ménage. La preuve avec Greensoft, présentée ce mardi à Gérardmer, une lessive spécialement conçue pour l'entreprise Garnier Thiebaud, l'entreprise géromoise de fabrication de linge de maison haut de gamme, met en avant la protection de l'environnement sur l'ensemble de sa production. Une valeur à laquelle pourra être associé désormais le client, le consommateur en bout de chaîne, et qui pourra acheter cette lessive aux vertus écologiques. On s'est aperçu qu'une partie non négligeable de la pollution venait des lessives. C'est-à-dire que nous, on a fait un gros travail, on est certifié ISO 14001 sur l'environnement, mais on s'est dit qu'il faut absolument emmener le consommateur dans notre réflexion. La lessive Greensoft a été confiée à la PME Salveco installée à Saint-Dié-des-Vosges, spécialisée dans la chimie verte, qui a mis au point une formulation 100% biodégradable et végétale, une lessive également sans risque pour l'utilisateur. Cette lessive peut être utilisée aussi pour les habits pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle a été testée et elle respecte les fibres les plus délicates. Et l'autre chose qui est absolument essentielle, c'est au niveau de la santé. C'est-à-dire que cette lessive-là a été conçue avec des huiles essentielles, 100% végétales aussi, qui restent sur le textile suffisamment de temps pour donner une légère olfaction du textile, sans pour autant qu'il y ait des substances chimiques qui maintiennent le parfum sur le textile et qui sont pour beaucoup des perturbateurs endocriniens. Le laboratoire industriel a su également éviter les intrants de synthèse qui servent à fixer traditionnellement les parfums. Pour préserver l'environnement, il vous en coûtera quelques centimes de plus par lavage. Greensoft, l'élixir comme marqué sur l'étiquette, c'est aussi la promotion d'un circuit court. La fabrication vient de débuter dans l'usine déodacienne Salveco et sera commercialisée dès le 21 avril dans tous les points de vente de linge de maison Garnier Thiebaud. Et le fin mot de l'histoire, on nous l'assure, cette lessive lave plus blanc que blanc. Artistes et industrie, ça peut marcher, comme vous allez le voir, une configuration pas banale et pourtant ils sont 25 à œuvrer dans des entreprises de la région depuis plusieurs mois. L'opération a un nom, l'industrie magnifique, et elle se concrétisera du 3 au 13 mai sur différentes places de Strasbourg où ces œuvres d'art seront exposées. Anna Britz pour Alsace 20. La rencontre entre art et industrie sur les places publiques de Strasbourg, c'est une première et ça s'appelle l'Industrie Magnifique. Du 3 au 13 mai, 24 œuvres reflétant la culture et le patrimoine industriel du territoire seront exposées. Le processus de création artistique a permis d'aboutir à des œuvres directement inspirées par les entreprises mécènes. La société Fels, spécialisée dans les composants électromécaniques pour le ferroviaire et l'aéronautique, accueille depuis quelques semaines un artiste dans son atelier de production. L'idée d'associer un artiste avec une entreprise industrielle, exposée en extérieur, en centre-ville, pour partager l'œuvre de l'artiste et l'expérience de l'entreprise m'a paru totalement original. Et le deuxième point, c'était de pouvoir faire créer l'œuvre à l'intérieur de l'entreprise, au milieu de l'entreprise, au milieu des salariés de la société Fels. En contact avec les ouvriers, Baptiste Desjardins réalise A Bird, a Boat and Finally a Plane, une œuvre inspirée du voyage et de l'époque industrielle. Le but un peu, sachant que j'ai appris que ça faisait 3 ans qu'ils avaient commencé justement dans l'aéronautique, c'était de proposer une pièce qui montre un peu cet envol aussi, mais qui soit au-delà, c'est-à-dire qu'on soit aussi dans une projection. C'est vrai que ce qui m'intéresse avec l'image de l'avion, c'est que on va être dans quelque chose qui va amener l'imaginaire, qui va amener une espèce de voyage mental où il n'y a pas vraiment de direction. C'est-à-dire qu'on a juste le moyen de déplacement sans avoir réellement une direction.
À quelques semaines du début de l'exposition, le groupe Ager, entreprise de fourniture de solutions pour les installations électriques, présente la sculpture de l'artiste Stefan Balkenhol, Mann auf Stier. L'œuvre de Stefan Balkenhol n'a pas été construite sur place, elle a été posée ici en 2016. Stefan Balkenhol se refuse de commenter ses œuvres. Moi personnellement, je vois bien sûr un taureau qui représente l'Europe, qui symbolise la croissance, mais je vois aussi un homme qui regarde en arrière, donc qui fait ça en allemand comme on dit avec Rücksicht, donc c'est avec respect, donc croissance avec respect. C'est ce que j'aime voir dans cette œuvre. Accessible à tous et gratuite, l'Industrie Magnifique accueillera les œuvres sur 17 places strasbourgeoises et une cinquantaine d'animations seront proposées autour de l'exposition. Voilà, on poursuit ce journal des territoires préparé par Soumaya Benaïssa avec une revue de l'actualité à travers les unes de la presse quotidienne régionale. À tout de suite. Voilà, on démarre avec Ouest France, dont les rédactions sont dirigées par François-Xavier Lefranc, qui titre Macron attentif mais déterminé. Aujourd'hui, plus grand quotidien régional français. Et tout court d'ailleurs. Libération Champagne, c'est Macron droit dans ses bottes. On ne peut pas dire que le chef de l'État a fait dans la dentale hier, ne cédant sur rien et affirmant sa volonté de mener toutes ces réformes jusqu'au bout. Et puis pour Sud-Ouest, c'est Macron en maître d'école, SNCF, impôts, retraités, Syrie. Hier sur TF1, le président a tenté de défendre ses choix et de rassurer les Français. Il entend maintenir le rythme de ces réformes. On en reparle dans un instant avec Hubert Coudurier, le directeur de l'information du Télégramme, qui est avec nous ce matin sur ce plateau. La Nouvelle République, dirigée par Christophe Hérigaud et Bruno Bécard, l'explication de texte du professeur Macron à la une. Et puis pour La Dépêche, directeur de l'information José Biosca, rédacteur en chef Jean-Claude Souléry, Macron vous a-t-il convaincu? Le chef de l'État a assuré hier qu'il garderait le cap des réformes et les lecteurs de La Dépêche jugent cette prestation aujourd'hui. Pour le Courrier Picard, ce sont les entreprises qui souffrent. Grève à la SNCF, elle reprend pour 2 jours. Les usagers souffrent, les entreprises dépendantes du train aussi. C'est à la une du Courrier Picard. Pour La Voix du Nord, directeur de la rédaction Pierre Mauchamp, rédacteur en chef Patrick Jankélévitch, c'est le transport de marchandises qui est lui aussi impacté par le conflit. Et c'est sur le front du fret, la une de La Voix du Nord aujourd'hui. Pour Presse Océan, un des journaux du groupe Ouest France revient sur la ZAD, le coût de l'opération. Alors que la préfète annonce la fin des expulsions pour aujourd'hui, l'opération aura coûté entre 300 et 400 000 euros par jour. Et puis le Populaire du Centre, un des journaux du groupe Centre France, dont les rédactions sont coordonnées par Olivier Bonichon. C'est toujours moins de parlementaires. C'est la réforme qui est à la une, qui prévoit notamment la réduction du nombre des parlementaires qui sera présentée en Conseil des ministres le 9 mai prochain. Et puis pour la Provence, dirigée par Franz-Olivier Gisbert, c'est la démonstrada. Au M5 Leipzig 2, les Olympiens ont réussi un match dantesque pour se qualifier en demi-finale de l'Europa League hier, dans un vélodrome bouillant. Fantastique, décrit la Provence aujourd'hui dans son édition Marseille. Club de la presse aujourd'hui sans transition avec Luc Laventure d'Outre-mer 360. Bonjour Luc, vous dirigez une télévision et un site internet consacré à l'Outre-mer, au département français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique. Merci d'être là. Et puis Hubert Coudurier, président de TBO et de TB Sud, Télé-Bretagne Ouest, Télé-Bretagne Sud et directeur de l'information, je l'ai dit il y a un instant, du Télégramme. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous Hubert. Hier, Emmanuel Macron a donc réaffirmé qu'il n'y aurait pas de privatisation de la SNCF. Il a fait une forme de mea culpa auprès des retraités qu'il dit ponctionnés pour la bonne cause, celle des jeunes. Je leur dis merci, a-t-il dit. Il concède un seul recul possible sur la limitation de vitesse à 80 km/h. On verra, a-t-il dit. Il a annoncé aussi que toutes les entreprises jusqu'à 250 salariés pourront distribuer de l'intéressement sans charge ni impôt. Hubert Coudurier, votre édito dans le Télégramme aujourd'hui, hors sol condescendant professoral, hormis les commentaires élogieux des proches du président, les critiques ont fusé à l'issue de son intervention sur TF1. Vous écrivez pour démarrer cet édito. Et ça ne veut pas dire que je les approuve, simplement de voir qu'on est entré dans une deuxième phase, que Macron a mangé son pain blanc, que l'état de grâce est bel et bien terminé et que désormais le Macron de bashing va nous occuper pour les 4 prochaines années. Maintenant,
c'était un tour de chauffe avant l'émission de dimanche soir, un tour de chauffe où il a posé sa détermination. Alors, pas de nouveauté, il y a eu suffisamment de nouveautés depuis des semaines. Maintenant, le problème de Macron, c'est de faire, c'est de vaincre les résistances. Et bien évidemment, il n'allait pas tout céder, alors que le combat ne fait que commencer. Donc il a réaffirmé qu'il ferait la réforme de la SNCF. Il a eu un mot pour les retraités qui s'estiment ponctionnés, mais qui dans le fond reconnaissent que c'est peut-être normal. Je dirais qu'il a été sobre. Il n'a pas fait d'effet de manche excessif, même s'il y avait une certaine mise en scène dans cette école. D'où les titres de certains journaux, Macron, maître d'école. Décidé à aller jusqu'au bout, c'est la une du Télégramme. Votre avis à vous sur sa prestation, d'abord sur la forme. Est-ce que vous avez trouvé le président bon, comme on dit ? Il est bon. Il est bon, mais le problème aujourd'hui, ce n'est plus la conquête du pouvoir, c'est son exercice. Et donc, c'est plus de savoir s'il est bon sur la forme, mais de savoir s'il va résister sur le fond. Ça compte un peu quand même pour faire passer des messages. Oui, mais c'est un bon communicant, il n'y a pas de question là-dessus. Même s'il a un style qui peut ne pas être apprécié par tout le monde. Non, mais vraiment, c'est un excellent communicant. Il a un sens de la pédagogie, il a un sens du contact. Puis c'est un homme du 21e siècle. Vous m'étonnez là parce qu'il n'a rien dit sur l'outre-mer. Non, mais ce n'est pas le moment. Je pense que l'outre-mer est pour l'instant un chaudron bouillonnant. L'histoire de sa gestion de la situation en Guyane n'a été pas mauvaise. Celle de Mayotte, il a un petit peu renversé la table de façon astucieuse. Et je pense qu'il surveille un peu ce qui se passe. Mayotte, je serais plus réservé, mais en tout cas, l'outre-mer est un tel chaudron que c'est pas la peine d'anticiper les événements avant qu'ils arrivent. Et puis, il a tellement de sujets sur la table, entre la SNCF, l'expulsion des zadistes, l'agitation dans les facs. Là, il a quand même exprimé sa fermeté. Et cette nuit, la Sorbonne a été évacuée. C'est pas encore le cas de Colbert. Il a parlé d'agitateurs professionnels. Oui. Et tout le monde sait qu'effectivement, il y a une politisation des universités et d'un certain nombre de milieux d'extrême gauche qui sont à la manœuvre. Un petit signe aux entreprises, enfin jusqu'à 250 salariés, elles pourront distribuer de l'intéressement sans charge ni impôt. Alors c'est quelque chose qui devrait être favorable aux salariés. Encore faudrait-il que ça soit perçu comme tel. Ça va être encore perçu comme un cadeau aux entreprises, ce qui n'est pas forcément le cas. On ne peut pas dire qu'il soit vraiment entré dans les sujets économiques. Les sujets économiques, c'est a-t-il bien fait d'augmenter la CSG alors que François Hollande lui-même reconnaissait qu'il avait eu tort de ne pas augmenter la TVA sociale comme l'avait fait Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il va être capable, alors que l'économie aujourd'hui est dans une phase de croissance forte aux alentours de 2%, de faire les réformes structurelles qui sont attendues et qui sont nécessaires et qu'il préconise? Pour l'instant, on n'a rien vu sur la réduction du nombre de fonctionnaires. C'est d'ailleurs une question qu'on pourra poser à Pierre Moscovici tout à l'heure. Est-ce que, dans le fond, au-delà des bons chiffres de réduction du déficit, mais qui sont uniquement le résultat de la croissance, est-ce qu'il y a une véritable réduction des dépenses? Est-ce qu'il ne va pas faire, comme Lionel Jospin, surfer sur la croissance sans aucune réforme structurelle? Luc Laventure, est-ce qu'il y avait deux temps au fond dans la communication du président de la République? Un temps pour ce journal de 13 heures, dans une école de l'Orne, message à la ruralité, message à ce président qu'on disait... un président qu'on disait éloigné de ce monde-là, et puis là, quelque chose peut-être de plus establishment, comme on dit, de plus politique parisien dimanche soir. Je pense que c'est le tour, ce que tu disais tout à l'heure, c'est le tour de chauffière. Ça ne s'adressera pas du tout au même segment, j'allais dire, de la population. Pas du tout. Dans un premier temps, ce sont les ruraux et puis les retraités. Mais maintenant, il va rentrer dans le dur, je pense, dimanche, avec effectivement des interlocuteurs de poids qui sont des professionnels aguerris. C'est une bonne idée de faire ça, Hubert Couvurier? C'est assez curieux parce que quelqu'un qui avait théorisé la rareté de la parole présidentielle, qui intervient... À cause de sa complexité.
Et surtout à cause du bavardage incessant de François Hollande qui s'était retourné contre lui. Bon, il intervient, c'est tout à fait légitime, et 2 fois de suite en 3 jours, ça s'est jamais vu. Alors, c'est pour ça qu'à mon avis, il était peut-être un peu retenu, parce qu'il voulait pas en lâcher trop dans la perspective du match de catch qui s'annonce dimanche, en tout cas on l'espère. Mais son problème, c'est effectivement de décrocher cette image de président des villes et de président des riches. Président des villes, il n'est pas sûr qu'une prestation dans un village suffise à l'effacer. Président des riches, il a eu cette formule. Hein, les riches, en gros, ils n'ont pas besoin de moi pour faire des affaires. Moi, je m'occupe des autres. Et effectivement, s'occuper des autres, ça serait capable de faire de la redistribution, mais après avoir modernisé l'appareil productif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et ce qu'on jugera. C'est-à-dire qu'il a promis des résultats, mais évidemment, il est trop tôt pour pouvoir les constater. Une symbiose avec son Premier ministre. Hein. Vous avez vu, il est question de Jean-Pierre Pernaut. Il a cherché à un moment donné à le mettre en porte-à-faux avec Édouard Philippe. On a compris que le couple exécutif tenait bien à marcher fort. Oui, c'est même pas un couple. Il y a un président et puis un collaborateur qui exécute. Là-dessus, Luc Laventure. Je partage totalement cette analyse. Luc Laventure, vous dirigez Outre-mer 360, c'est un site, une télévision consacrée au département français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique, j'en parlais il y a un instant. Et de la Caraïbe. Et de la Caraïbe, n'oublions pas. Et vous allez nous parler ce matin d'une commission nationale des enfants de la Creuse. Tout à fait, c'est une histoire tragique. Voilà, qui propose la création d'un lieu mémorial en France et l'instauration au fond d'une journée commémorative sur ce drame. Tout à fait. C'est vraiment une page douloureuse de l'histoire de la Réunion, donc une histoire douloureuse de l'histoire de France. Cela se passe dans les années 60. Ça commence dans les années 60. Des dizaines, des centaines d'enfants. En réalité, 2015 enfants sont sortis, sont arrachés à leur famille, quelquefois sans leur consentement, et emmenés ce qu'on appelle la métropole, c'est-à-dire l'Hexagone, c'est-à-dire à 10 000, 11 000, 12 000 kilomètres de leur lieu de naissance. Principalement dans la Creuse, c'est pour ça qu'on les appelle... Dans 83 départements de la France, en réalité, et plus particulièrement dans la Creuse, et c'est pourquoi on les appelle les enfants de la Creuse. En réalité, cela répondait officiellement à deux problèmes. Problème de surnatalité à la Réunion, mais en réalité, on pense qu'il s'agissait de repeupler les régions françaises qui devenaient un petit peu désertes après la Seconde Guerre mondiale. Et tout cela a créé un traumatisme très fort. Imaginez, on sort à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans d'un endroit, j'allais dire paradisiaque, 28 degrés à l'ombre, et puis on se retrouve en plein hiver, mal fagoté dans le froid, dans le gel et la froidure, pour reprendre une expression biblique. Et puis, ça pose fondamentalement la question de l'identité. D'où viens-je? Pourquoi je suis là? Ça correspond à quoi? Est-ce que mes parents m'ont rejeté? Et c'est pourquoi on demande beaucoup une sorte de suivi psychologique vis-à-vis de ces gens qui ont maintenant entre 40 et 60 ans, puisque ça a commencé dans les années 60, mais ça s'est terminé dans les années 80, 82, 83, 84. Est-ce qu'ils ont voulu revenir? Ils ont voulu revenir, oui, mais revenir où? Pourquoi faire? Et effectivement, ils sont tiraillés entre eux. D'où viens-je? Où vais-je? Et c'est quelque chose d'extrêmement prégnant. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Alors concrètement, il y a eu 2 personnes qui ont joué. D'abord, la presse a joué un rôle très très important dans cette affaire. La presse réunionnaise, la presse nationale, qui a posé un certain nombre de questions. Il y a des associations qui ont été menées et qui ont été montées, et qui ont fait un travail remarquable de mémoire et de recherche. Et puis, je crois qu'il y a eu 2 temps forts, pour être très rapide. 2 temps forts. Un, synthétisé par Erika Barretz, l'ancienne ministre, mais qui était députée à l'époque, et qui, en 2014, a posé ce problème au Parlement et qui a fait voter au Parlement une résolution affirmant la responsabilité morale de l'État dans cette affaire. Ça s'est fait, c'est acquis. Ça s'est fait, 2014. Et puis, il y a eu la ministre Georges Paul-Langevin, la ministre de l'Outre-mer à l'époque, qui a voulu monter une commission historique, et c'est cette commission qui a rendu ce rapport, une commission historique présidée par le sociologue Paul Vital. Et ce sociologue a préconisé
un certain nombre non pas de solutions, mais de pistes, notamment un lieu mémoriel dans l'Hexagone, un lieu mémoriel à La Réunion, et puis une journée commémorative et surtout des compensations financières. Voilà, j'allais vous dire. Quelles vont être C'est intéressant les compensations financières parce que ça va ouvrir une porte à d'autres problèmes, notamment les compensations financières que l'on réclame du côté de la traite négrière, etc. Donc ça ouvre des portes que je vous laisse imaginer. Hubert Coudurier là-dessus ? C'est fou cette histoire. Jusqu'où l'État doit prendre en charge les traumas individuels des Français. L'État quand même doit assumer quand même sa responsabilité. Oui, parce que quand on voit la façon ce sont des histoires individuelles tragiques, enfin en tout cas très douloureuses. Ça n'a peut-être pas empêché un certain nombre de jeunes réunionnais de se construire. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on est pris aussi par... c'est Big Mother, le livre de Michel Schneider. Pardon, je ne suis pas tout à fait d'accord. Peut-être que je ne prends pas... Non, je ne veux pas ne pas prendre la mesure du drame. Non, mais là, il y a presque des considérations humanitaires. Non, mais c'est pire que cela. Non, mais ce que je veux dire, c'est que déraillement d'un train, attentat... Tout de suite, on crée des cellules. Tout s'arrête. Non, tout s'arrête. Et on crée des cellules psychologiques. Mais c'est l'État et c'est la société française aujourd'hui. Et qu'il assume. Oui. Et comment ne pas vouloir que l'État assume une responsabilité, parce que cela s'est fait dans le cadre de l'aide à l'enfance, cela se fait dans le cadre du Bumidum. Ouais. Enfin, vous voulez dire que c'était planifié? Mais c'est quand même la machine d'État qui planifie des exodes exceptionnels. Ouais. Il faut quand même que l'État, à un moment donné, assume sa responsabilité. 2015 enfants à peu près. Luc Laventure, très intéressant. Vous reviendrez nous en parler. Mais quand vous voulez, on a moins de temps là maintenant. Avec plaisir. Mais c'est un roman là-dessus. Nous allons, un essai. Pas moi tout seul. Luc Laventure, Outre-mer 360, un site passionnant sur l'outre-mer, enfin les départements français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes que vous dirigez. Et Hubert Coudurier, votre édito sur Emmanuel Macron, sobre et contesté dans le Télégramme. Aujourd'hui, le Télégramme de Brest, on dit toujours. Non, on dit plus. On dit plus. Mais rassurez-nous. Comme le Parisien libéré. Mais vous êtes toujours à Brest. Vous êtes toujours à Brest. Je suis avec vous à Paris et à Brest quand il le faut. Merci. Dans un instant, l'invité politique de Territoire d'Info, c'est Pierre Moscovici, le commissaire européen, qui sera notre invité, ancien ministre de l'économie et des finances. Tout de suite, c'est la météo des territoires, incluant celle des départements français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique. Luc Laventure. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.